Bienvenue fidèles téléspectateurs, une fois de plus, vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs, ici sur CSS Télévision, la chaîne de la maman nationale, les reflets de tout un peuple. Ici, vous êtes dans votre émission Rendez-vous du soir où nous recevons les acteurs politiques majeurs de notre pays, les têtes bien faites pour décrypter les grandes lignes d'actualité. Aujourd'hui, pour la toute première fois dans cette émission, nous recevons pour vous Madame Ernestine Nyoka. Elle est présidente d'un parti politique, CPD, parti politique allié de plusieurs, mais un parti politique au sein de l'Union sacrée. Alors, Madame Ernestine Nyoka, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Delphin. Une question de curiosité, votre parti a aussi les alliés? Il faut bien présenter les choses. Ok. Notre parti œuvre dans la vision du chef de l'État. Nous dirons un parti membre de l'Union sacrée. Mais lorsque nous regardons comment les choses sont organisées, l'Union sacrée, ça fait plus les députés nationaux, ça fait des sénateurs. Ce que nous pourrons dire des plus adaptés, ce sont des partis qui sont des partis alliés à l'UDPS. Ok. Et donc, à ce moment-là, on sait maintenant ajouter que c'est un parti de l'Union sacrée de la nation. Un parti de l'Union sacrée de la nation, mais allié à l'UDPS. Alors, Madame Ernestine, une question de curiosité, CPD, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a trop de partis mallettes. Hein? Vous avez des lettres, 3 lettres, ça fait un parti politique. Hein? Le CPD veut dire simplement le Congrès des patriotes démocrates. Et pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les actualités politiques, savent que le CPD, ce n'est pas un parti mallette. Même si le CPD n'a pas encore une année d'existence, il n'en est pas du tout question de le compter parmi les partis mallettes. Parce que le CPD est à pied d'œuvre. Le CPD aujourd'hui, lorsque nous regardons l'allure que nous avons prise, nous avons 14 provinces effectives. 14 provinces effectives. Moins d'une année, déjà 14 provinces. Où le CPD est installé. 3 autres provinces, nous sommes encore en train d'y travailler parce que nous n'avons pas encore nommé le comité de l'interfédération. Donc il y a encore le Tanganyika et en chose, c'est encore un travail qui est en train de se faire. Les comités provisoires encore en train de se réunir pour élaguer un certain nombre de difficultés. Il y a la province de la Chopo. Le comité est encore en train de se réunir. Et il y a en Mbujimaï, où le comité n'a pas encore été nommé, il y a un comité provisoire qui est encore en train de travailler. Et donc, le CPD a peut-être, comme nous disons à Kin, un petit mais costaud. Petit mais costaud, au milieu des grands. Au milieu des grands, il faut dire, comme je parle d'un Fable de La Fontaine, hein? Petit poisson deviendra grand. Ok, au sein de l'Union sacrée, vous avez trouvé quand même des partis plus équilibrés, plus assis. Il y a l'AFDC, il y a l'UNC, il y a MLC. Vous pensez que CPDP également bouger les lignes, soit apporter plus de députés aux élections de 2023, parce que c'est ça aussi, hein, les soutiens au chef de l'État. Les chefs de l'État attendent de vous aussi. C'est là, est-ce que vous pouvez également... Les paris aujourd'hui, c'est décembre 2023. Ok. Parce que tout ce qu'il y a comme élu aujourd'hui des peuples, au niveau de nos différentes assemblées, sont en train d'aller fin mandat. Et donc, le compte à rebours a recommencé. Et donc, nous, les nouveaux, comme eux, les anciens, on va dire, nous sommes sur le terrain en train de nous battre que pour pouvoir nous affirmer. Nous affirmer, c'est-à-dire avoir des élus au niveau des différentes provinces, les députés provinciaux, les députés nationaux, les sénateurs, les élus de province, le gouverneur des choses de province. Et aujourd'hui, il y a une innovation. L'innovation, c'est qu'en 2024, il y aura autre élection pour lesquelles nous allons concourir pour la première fois. Et donc,
nous allons voir la petite territoriale, les conseils communaux, on va dire les bourgmestres, c'est des différentes communes, et tout ce qui est élu qui fait les contours de ce que nous appelons la petite territoriale. Voilà un peu comment demain on peut dire c'est celui-là qui est grand et c'est celui-là qui est petit. Ce sera par rapport à ce que nous aurons glané comme élus. Et par rapport à ça, nous sommes en train de nous battre pour qu'au niveau des CPD, nous puissions avoir un bon nombre de députés. Un bon nombre de députés. Au niveau du CPD, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau du CPD, nous nous battons pour apporter un plus au chef de l'État. Parce que nous ne pouvons pas aller simplement pour qu'on nous voie. Il faudrait que nous amenions notre participation. Parce que c'est cette participation qui va permettre à la RDC, au mandat demain du président Fathi, à ce mandat-là, de pouvoir apporter les réformes qu'il faut, de pouvoir davantage construire, reconstruire la République, la RDC de demain. Et donc, il faut compter avec les CPD. Il faut compter avec les CPD. Monsieur Tati, donnez-moi la photo du chef de l'État parce que Madame Ernestine, elle a cité plus d'une fois ici les noms du chef de l'État. Je précise qu'elle est présidente du CPD, un parti de ligne sacrée. Parce que vous avez parlé du chef de l'État, une question de curiosité. Pourquoi vous n'avez pas choisi peut-être de rester à l'opposition? Vous avez choisi d'aller à l'union sacrée parce que l'opposition est difficile? Je crois que chacun a sa vision. Et il faut pouvoir respecter la vision et les ambitions d'un chacun. Okay. Nous avons choisi nous le pouvoir parce que nous estimons que nous avons des idées qui peuvent être bien exprimées au niveau, si nous sommes dans l'union sacrée, permettre à ce que la petite analyse que nous avons, la petite pierre que nous avons, demain, si nous la posons sur la grande édifice RDC, les lignes peuvent bouger. Et lorsque je dis les lignes peuvent bouger, il faut partir de la vision d'abord que nous avons. Okay. Au CPD, nous estimons qu'il y a une grande disparité des classes sociales. La classe des très nantis et la classe des très pauvres. L'on ne sent pas l'impact, sinon l'existence de la classe moyenne. Okay. Les CPD, nous disons, nous devons nous battre pour que la classe moyenne soit une évidence, soit effective. Parce que c'est la classe moyenne qui va permettre à la femme de faire un ouf de soulagement. C'est la classe moyenne qui va permettre à la jeunesse de faire un ouf de soulagement. Déjà dans nos partis politiques, nous donnons une part belle à la Ligue des femmes, Ligue nationale des femmes, okay, et à la Ligue nationale des jeunes. Les jeunes espoirs de demain, faire des lances, c'est eux qui vont gérer la République. Les femmes, parce qu'il faut sortir la femme, on va dire, elle est dans un trou profond, un abîme profond. Il faut sortir la femme dans cet abîme. De quelle femme vous parlez? Nous parlons de toutes les couches de femmes. Parce que les femmes ne s'affirment pas, parce qu'ils sont plus dans la distraction. Non, les femmes ne sont pas dans la distraction. La majorité, selon... Les femmes ne sont pas dans la distraction. Les femmes ont peut-être raté certaines opportunités. Okay. Nous saisissons aussi la balle au bon, parce qu'en fait, le président de la République, qui a été proclamé il est là derrière, champion de la masculinité positive, nous a donné l'opportunité de pouvoir faire au pouvoir public, de pouvoir faire réellement application de l'article 14 de la Constitution. Donc, la question de pouvoir permettre à la femme de pouvoir occuper des postes à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national et même au niveau international. Et donc, si le pouvoir public, si les dirigeants, si les détenteurs du pouvoir ne mettent pas la main à la pâte, tel que le demande l'article 14 de la Constitution, nous les femmes, nous n'aurons rien. Ne dispersons pas les énergies. Okay. Je disais ceci, la grande préoccupation, c'est la création de la classe moyenne. Nous savons qu'avec la classe moyenne, nous créerons de l'entrepreneuriat.
Parce qu'il faut partir de la formation professionnelle, des métiers. Tout ce qui est métier, on va dire manuel, permet à ce que l'on puisse créer plus d'emplois, chasser le chômage, donner une certaine autonomisation et donner, en fait, permettre que la classe moyenne soit assise. Tenez, aujourd'hui, tout le monde pense qu'il faut simplement aller à l'université et on a fini avec les études et dans la vie, on peut faire ce que nous appelons, j'ai l'honneur, demander un emploi dans des grandes entreprises de la place, dans les entreprises publiques. Mais lorsque nous regardons la réalité en face, quel que soit le nombre d'entreprises, ça ne peut pas désengorger la situation du chômage. On ne peut pas engager tout le monde. On ne peut pas engager tout le monde. Et quel que soit le nombre d'entreprises, il y a certains services, certains biens qu'on ne peut pas retrouver simplement dans ces entreprises publiques. Des questions telles que des études qui forment les jeunes au métier. La couture. Pourquoi nous devons nous limiter simplement à acheter ce qui est étranger, ne pas promouvoir la couture de chez nous, permettre à la fille, aux jeunes garçons, c'est lui qui a les talents, c'est lui qui a des capacités, que de pouvoir faire ces métiers. Il fait ces métiers, il permet aux gens de son pays de s'habiller, on va dire, de s'habiller congolais, de manière différente. De manière différente, de s'habiller de manière à ce que parfois les coûts et la qualité de ce que nous importons, parfois ça ne nous ressemble. Et vendre aussi notre culture. Et je n'ai pas terminé. On avait également Utex Africa ici. Hein, c'est parti où? Non seulement on crée l'emploi, on chasse le chômage et chez les jeunes filles et chez les garçons, mais aussi on permet à ce que tant soit peu, on valorise notre culture. On permet, tant soit peu, de pouvoir, celui qui est formé, forme aussi d'autres. Parce que nous avons beaucoup d'écoles de métiers. Il n'y a pas que les écoles traditionnelles de métiers, mais il y a aussi les différentes associations qui sont organisées pour apprendre des métiers aux jeunes, de la mécanique, de l'électricité. Autocams ici. Oui, de l'électricité, oui, les auto-écoles. Quelqu'un peut acquérir un véhicule, quelqu'un peut... Des formations spécialisées. Formations spécialisées. Ces formations spécialisées nous permettent de battre en brèche le chômage, même si nous ne le terminons pas. Ces formations spécialisées permettent d'autonomiser les personnes. Au lieu que les jeunes restent dans la délinquance, au lieu que les mamans restent dans un débrouillardisme pas propre qui ne dit pas son nom, ça permet de régulariser ces choses. Ça permet à la République de ne pas simplement être tout le temps en train d'importer. Nous avons du bois chez nous, ça veut dire qu'on peut faire du bon mobilier chez nous. Nous avons des tissus chez nous. Aujourd'hui, on importe même les cure-dents, madame. Nous pouvons le faire chez nous. Même les cure-dents, nous pouvons le faire chez nous. Et donc, l'esprit d'entrepreneuriat doit être privilégié. Ce même esprit d'entrepreneuriat permet que nous puissions avoir des petites et moyennes entreprises. Ce même esprit d'entrepreneuriat, aujourd'hui, nous avons une loi sur les partenariats public-privé. Un privé peut s'organiser d'une certaine façon et avoir une quote-part dans une entreprise, qui est une entreprise de l'État, où on peut fournir des services. Par exemple, la sous-traitance. Ce sont des choses qui vont permettre de faire asseoir la classe moyenne. Et l'État aussi sort gagnant. Parce qu'il y a des taxes qu'il faut payer, des taxes qui sont dues à l'État. Il y a des impôts qui sont dus à l'État qu'il faudra payer. D'un côté, la mobilisation des recettes devient assez effective parce qu'il va falloir diversifier notre économie. Si nous ne diversifions pas l'économie, si nous n'avons que le regard tourné vers le minerai et vers nos régies financières, nous pouvons nous dire que les défis d'élever la mobilisation des recettes qui aujourd'hui est à 16 milliards
de les lever à plus de 16 milliards, demain ne sera pas effectif. Alors, Madame Donc, Ernestine, cette classe moyenne, elle est importante à créer du côté de la femme, importante à créer du côté de notre jeune mais j'aimerais quand même comprendre, c'est vrai, vous avez les bonnes idées au sein du CPD, mais madame, les idées, oui, mais il faut que l'État puisse accompagner ces idées. J'ai suivi les chefs de l'État. Remettez la photo du chef de l'État, s'il vous plaît. Il dit il veut avoir 2 millionnaires congolais. Il veut que les Congolais soient valorisés. Mais nous avons l'FPI, à moins que je me trompe, l'FPI ici. Oui, le fonds de promotion et d'industrie. Mais apparemment, c'est comme si ça ne fonctionne pas. On ne donne pas aux Congolais quelque chose. Non, il faut peut-être dire que les conditions sont peut-être difficiles. Les FPI existent, le fonds de promotion et d'industrie. C'est une institution financière qui donne des prêts. Mais les prêts se donnent moyennant conditions. Parce que non seulement on vous accorde un prêt, mais il faut avoir un projet, on va dire, un projet bancable. Il faut présenter un projet qui démontre que dans l'effectivité, ça peut se matérialiser. Ça peut se matérialiser, ça va apporter un gain à celui qui demande le prêt. Et celui qui demande le prêt peut être à même, moyennant les intérêts lui fixés, que de pouvoir rembourser les sommes d'argent qui ont été prêtées. Et aussi, je crois que pour éviter un certain nombre des aléas, il y a bien souvent un bien à pouvoir hypothéquer. Et donc, c'est vrai que là, les conditions sont un peu plus corsées. Alors, on ne peut pas changer pour favoriser également les jeunes. Merci, Monsieur Philémon. On ne peut pas changer pour favoriser quand même les jeunes qui ont des projets intelligents, mais n'a pas un gage à donner. L'État ne peut pas accompagner les jeunes dans ce sens-là. Vous voyez en Turquie, en Chine, un peu partout, l'État favorise. Il y a des accompagnements de l'État. Nous avons diverses lois. Je crois que je vous ai parlé, celle du partenariat public-privé. Je pense aussi que lorsque on jette un regard à comment on peut constituer les PME, les petites et moyennes entreprises. Il y a aussi, au-delà de cela, nous avons aussi des systèmes bancaires qui se mettent en place. Il faut simplement que les systèmes bancaires soient de plus en plus encadrés. Au-delà des systèmes bancaires, il faut que les coopératives, on va dire des crédits, que ce soit des crédits agricoles, que ce soit des crédits pour des mini-projets, il faut que davantage, que ces genres des institutions soient davantage encadrées. En ce moment-là, c'est vrai que nous pouvons avoir une part en plus qui peut permettre à ces jeunes qui prétendent devenir millionnaires, à ces mamans qui sont dans toutes les activités possibles, que de pouvoir réellement être autonomes. Est-ce que dans votre parti, vous avez les gens qui ont des besoins pareils? Si oui, mais pourquoi vous n'allez pas voir le ministre de l'Industrie? Lui aussi peut quand même apporter un plus, parce que vous êtes en train d'aider également le chef de l'État à accomplir ce qu'il veut. Vous savez, dans un parti politique, vous avez le statut qui vous organise. Vous avez les règlements intérieurs qui vous permettent de mettre en pratique ces choses, les dispositions statutaires. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle un projet de société. Dans le projet de société, nous déterminons secteur par secteur. Voici ce que nous, CPD, si nous avons le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui. Voilà comment nous allons participer. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'enseignement primaire et secondaire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'enseignement professionnel? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce qui est enseignement universitaire? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans les secteurs agricoles, pêche, élevage? Qu'est-ce que nous pouvons faire le plus que nous devons apporter dans les secteurs miniers? Qu'est-ce que nous pouvons apporter en plus dans les secteurs judiciaires? Voilà comment on articule un peu un projet de société. Et là-dessus, notre projet de société, tel que je viens de nous dire, il est axé plus sur cette création de la classe moyenne. Nous avons mis des mécanismes en nous.
Bon, nous n'allons pas donner tous nos secrets. Parce que c'est la télé. Attendez, Il y a des présidents de partis politiques qui n'ont même pas un projet de société. Que nous puissions avoir le pouvoir, que nous puissions avoir des élus, nous allons nous prononcer dans les instances appropriées, que nous puissions avoir des élus pour qu'on puisse parler du poids politique. Ça va nous permettre en ce moment-là qu'on nous dise après les élections, bon voilà, nous avons gagné, vous avez autant, vous avez pouvez avoir tel ministère, là vous pouvez avoir telle entreprise, là vous pouvez avoir, voilà un peu sur quoi le CPD est en train les projections que nous faisons à l'œuvre, on nous verra quand nous aurons acquis. J'aimerais ajouter, lorsque vous regardez les slogans de choses du CPD, nous n'en avons qu'un seul. C'est quoi? Notre seul slogan, Bati Kabiso, Batale la Biso, Bakomona. 3B. Bati Kabiso, Batale la Biso, Bakomona. Laissez-nous faire, nous allons vous montrer. Donc vous plaidez, ce que nous sommes capables de faire. Vous plaidez qu'on vous laisse l'espace. Et puis après, vous allez voir ce que nous allons vous donner. Ok. C'est ça, on va dire, la surprise du CPD. Quand nous aurons l'opportunité, eh ben, on se mettra à l'œuvre. Alors, Madame Ernestine Ignoka, je rappelle qu'elle est vice-ministre du budget honoraire, une femme forte et battante. Alors, donnez-moi la photo de Maman Denise Tshisekedi, donc la maman nationale. Donnez-moi la photo ici parce que nous avons une dame sur ces plateaux, sur la chaîne de la maman nationale. J'aimerais bien vous poser une question directe parce que vous vous battez pour la valorisation également de la femme et que la femme soit outillée en suivant ce que vous venez de dire. Vous voulez que, non seulement la femme, que les gens deviennent autonomes. Alors, Maman Denise Tshisekedi, elle a une structure et une fondation où on parle aussi d'un projet Excellencia. Elle prend les enfants qui ont terminé avec distinction, elle les envoie ailleurs, dans des pays où elle estime que ces enfants peuvent aussi avoir une autre formation pour devenir quand même les hommes faits pour relever les défis de la RDC. Vous êtes une femme, quand vous la regardez, pensez-vous que l'initiative est bonne? Excellencia, oui. Comme le dit son nom, c'est une initiative excellente. Ok. J'ai dit excellente pourquoi? Elle motive les élèves. Ok. À savoir que je peux donner encore plus que ce que j'ai. Ok. Elle le motive au travail. Lorsqu'on obtient une bourse, ce n'est pas simplement parce que vous avez l'opportunité d'aller à l'étranger que vous devenez important. Non, vous allez à l'étranger parce que vous avez excellé et l'opportunité vous est donnée pour nous ramener la nouvelle technologie. Ok. Autre technologie que nous n'avons chez nous, nous n'avons pas tout. Mais ça nous permet que vous qui partez, demain, vous devez retourner au pays, nous restituer. Nous amener l'expertise. Aider la RDC à devenir un pays émergent. Ok. C'est pour cela que j'ai dit Excellencia est un projet excellent. Okay. Parce que Excellencia ne voit pas aujourd'hui. Pas simplement aujourd'hui, on vous donne un pain, vous mangez. Pas simplement aujourd'hui, on vous donne un habit, on vous donne un véhicule. Mais demain, vous devenez plus grand que ce que vous êtes aujourd'hui. On investit dans vous pour que vous soyez homme fait, capable. On investit dans l'homme. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on investit dans la jeune fille. Okay. On investit dans le jeune garçon. Et donc, c'est magnifique. Donc, Maman Denise mérite de continuer et les soutiens de vous, femmes. Moi, j'ai toujours apprécié parce que lorsque chaque fois que les examens d'État se terminent et qu'on commence à donner les résultats, les lauréats, ça nous permet de voir les lauréats sont où. Okay. Les lauréats sortent de quelle école? Les lauréats sortent de quelle formation? Ouais. Ça fait, vous savez, même pour ces écoles, dont les élèves sont invités à prendre la bourse de Maman Denise,
ça crée une situation où les Une motivation se surpassent. C'est surpasse. On rejette la médiocrité. On refuse la médiocrité. On va sur tout ce qui vous élève. La méritocratie. Et vous savez que lorsque vous vous occupez de la jeunesse, que nous disons faire des lances de demain, que nous disons qu'il va gérer le pays demain, sachez que ce n'est pas une pierre que l'on jette dans l'eau ou une graine qu'on jette dans un terrain aride, mais c'est une graine qu'on jette dans un terrain où le fruit va pousser. Merci. Et donc, c'est magnifique que de pouvoir encadrer la jeunesse. Merci, maman. C'est comme nous, dans notre projet, nous disons, dans notre projet de société, il faut une part pour la femme, la jeune fille, il faut une part pour le garçon. Les chômages, quand on a trop de chômeurs, on a beaucoup de cas de délinquance. Les délinquances comme chez les filles, les délinquances comme chez les garçons, c'est une chose qu'il faut bannir, c'est une chose qu'il faut refuser. Une femme qui n'a pas d'occupation, qui ne fait rien, qui ne sait pas être autonomisée, vous pouvez être sûr que cette femme va subir les pires des affres. Merci Madame Ernestine Nyoka, vice-ministre du budget honoraire, pour votre soutien. À Maman Denise également, à l'initiative Excellencia. Nous également, nous vous soutenons, Maman Denise, de continuer comme ça. Le pays est censé prier pour vous afin que vos initiatives aillent de l'avant, parce que vous êtes en train d'investir dans l'âme, dans la jeune fille, pour que le Congo de demain soit meilleur. Vraiment, vous méritez beaucoup de choses. Alors, Madame Ernestine Nyoka, donnez-moi la photo de monsieur... Non, du pape. Le pape, le Saint-Père qui était venu ici. Madame Ernestine Nyoka, vous n'avez pas commencé la politique aujourd'hui. Il y a les gens de l'opposition que j'avais reçus ici. Ils m'ont dit, la RDC a encore gaspillé autant d'argent pour l'organisation de l'arrivée du pape, au moment que le pays a des problèmes sérieux. Alors, je pose une question directe. Qui gagne la RDC? Qu'a gagné la RDC en invitant le pape? Moi, je ne cesserai jamais de le dire. La RDC gagne. Ok. Maintenant, la RDC gagne sur deux diapasons. La RDC gagne sur le plan spirituel. Pour nous, les chrétiens, pour nous qui estimons qu'il y a des choses, la plupart des projets de nos vies, que pour les faire, nous les confions d'abord à l'Éternel des armées. Ok. Donc, sur le plan spirituel, la RDC gagne. Je ne sais pas si vous avez remarqué la mobilisation. Personne n'a poussé personne à se mettre le long des grandes artères pour accueillir chaleureusement le pape. Nous avons vu la mobilisation, que ce soit des jeunes, que ce soit des mamans, que ce soit des papas. Les uns ont fait leurs t-shirts avec l'effigie du pape, avec leurs propres moyens. D'autres ont fait des banderoles. Par exemple, nous, dans les partis politiques, nous avons fait des banderoles que nous avions mis le long de tous les grands acteurs pour souhaiter la bienvenue au pape. Nous savons que du point de vue spirituel, c'est un gain. Et puis, nous savons aussi que du point de vue politique, on va axer la question sur le plan diplomatique. Nous nous disons que c'est un gain. Le pape est venu sur invitation du chef de l'État. Pour ceux qui l'ignorent, la cité du Vatican, c'est un État. Le pape, on va dire que c'est aussi un homologue au président. Donc, c'est un président. Voilà. À son excellence, monsieur Antoine Félix Tshilombo, notre président. Donc, c'est son collègue président, son homologue. D'aucuns ignorent que le Vatican est une puissance. La plupart des organisations internationales, régionaux, les pays occidentaux, des grandes puissances comme nous les appelons de manière générale, savent à un moment, parce que le pape pèse, suivre ce que le pape donne aussi comme orientation. Le pape n'a pas d'armée, le Vatican n'a pas d'armée. Comment... Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau que d'avoir invité le pape. Souvenez-vous, le pape arrive
l'une de ses premières paroles, ôtez vos mains de l'Afrique. De l'Afrique, oui. Ôtez vos mains de la RDC. Ce n'est pas une mine à ciel ouvert où chacun peut venir puiser comme il veut et malmener les populations. C'est en fait ça que ça veut dire. Vous pensez que ce sont des paroles en l'air? Non. La RDC a eu un dossier. Okay. Un dossier ficelé. Donnez-moi la photo du pape, s'il vous plaît. Un dossier ficelé, un dossier remis au pape. Nous avons suivi. Ils ont eu un échange avec les chefs de l'État. L'échange était public. La question de l'Est, de prime abord, c'est la question cruciale qui a été posée. Combien de morts nous avons? Un génocide oublié. Oublié? Oui, mais que fait la communauté internationale? Mais on en parle. Vous ne voyez non? pas? Non, nous, la RDC, nous en parlons. Okay. Mais est-ce que la communauté internationale en parle? Nous ne demandons pas d'en parler. Ok. C'est une préoccupation. Mais l'histoire. Lorsque vous mais regardez, l'Ukraine ici, tout le monde en lorsque parle. vous regardez la RDC, situation vous pensez... de Russie et de l'Ukraine, Et de l'Ukraine, oui. les victimes de l'Ukraine, les réfugiés de l'Ukraine, est-ce qu'ils sont traités comme les victimes, les réfugiés qui quittent la RDC en catastrophe? Combien sont tués? On n'a pas peut-être la même valeur avec l'Ukraine. Alors que nous nos devons morts peut-être avoir, ne comptent pas. nous devons avoir la même valeur. La vie humaine, elle est sacrée. Quand vous lisez la Charte des Nations Unies, si aujourd'hui cette organisation internationale existe, elle existe pour chaque État, pour nous tous. La RDC est aussi membre de cette communauté internationale. La RDC cotise aussi comme les autres pays de cette communauté internationale. Et donc, deux poids, deux mesures, il faut à un moment dire, nous en avons marre, notre génocide est oublié, on ne doit pas l'oublier. Nous-mêmes, nous devons rappeler ce que moi j'ai dit, ficeler notre dossier et remettre le dossier comme nous l'avions fait avec notre chef de l'État au pape. Et c'est ça le volet politique. Ce volet-là ne va pas rester inchangé. Donc c'est ce qui gagne la RDC. L'opposition doit se maîtriser pour dire que c'était quand même une réussite. Moi je me dis, l'opposition, puisque nous avons une question fondamentale, une question, on va dire, d'intérêt national. Tous ces massacres de l'Est, ces génocides qui se passent à l'Est, l'opposition aurait dû être ensemble avec les chefs de l'État sur cette question-là. Parce que c'est la question capitale qui a été posée au pape. Ça, c'est une imposition ou bien? Ce n'est pas une imposition. Lorsque vous suivez, lorsque nous avions tout suivi au cours de la messe papale, homélie terminée, tout ça, le cardinal Ambongo. Donnez-moi la photo du cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo dit au pape, les peuples souffrent. Oui, oui, il y a les gens relaient pour dire que c'est la vérité. Hein, quand même, le cardinal a tapé fort là. Nous disons ceci. C'est bien de rappeler que les peuples souffrent. Ce qui peut être une réalité. Mais l'Église doit savoir, dans les peuples qui souffrent, il y a ceux qui sont pour l'union sacrée. C'est, on va dire, de la majorité présidentielle, et ceux qui sont dans l'opposition. À mon sens, à moi, au sens du CPD, nous aurons souhaité que certains problèmes, parce que c'est l'Église qui pose, l'Église ne doit pas être que celui qui prend chaque fois parti pour simplement l'opposition. C'est ce que vous pensez du cardinal? C'est ce que nous pensons. Il a peint un décor un peu sombre, mais c'est la réalité, Madame Ernestine. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que le pape a suivi. Mais lorsque le pape a fait la messe avec les jeunes, je crois qu'il y a eu aussi très voilé, mais suffisamment peut-être distillé, mais bien rehaussé. Le pape a dit quelque chose, comme pour dire, faites la remarque, mais il ne faut pas aussi être affairiste. Hein? L'Église ne doit pas être affairiste. Vous vous concentrez trop au dîme, offrande, l'argent, mais vous oubliez l'essentiel. Le pouvoir peut avoir ses faiblesses, parce qu'il n'y a que les êtres, il n'y a que Dieu qui est perfection.
Nous n'avons pas dit que notre pouvoir au sein de l'Union sacrée est du 100% bon. Mais il faut être aveugle que pour dire que c'est du 100% mauvais. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Et donc, il faut, pour l'Église catholique, comme l'a fait remarquer le pape, une façon de dire, vous faites des remarques sur ça, c'est bien, mais vous, il ne faut pas être affairiste. Il ne faut pas être trop attaché aux questions qui ne concernent que l'argent. Vous réclamez, par exemple, la corruption, mais d'un autre côté, il y a aussi des choses sur lesquelles l'on peut marteler si on commence à suivre de près l'Église. Voilà un peu. Et donc, moi, je me dis, à tous les niveaux, il y a des remarques à faire, mais les remarques à faire doivent être faites aussi sur un certain... il ne faut pas faire du populisme. À l'occasion d'une messe, vous criez tout haut. Alors, il y a ceux qui pensent que les parce que ces cardinals, dossiers s'il vous plaît, pouvaient être ficelés et remis au pape. alors, il y a ceux qui pensent que le cardinal Ambongo a fait de la politique. Il a pris la position de l'opposition. Permettez-moi cette tautologie. Alors, pensez-vous qu'il a fait ça à dessein? Il n'y a pas eu les avancées dans le gouvernement parce qu'il a peint que les tableaux sombres, vous êtes du CPD? Mais je venais de vous le dire tout à l'heure. Ça veut dire que le cardinal a choisi un camp. Le cardinal ne doit pas choisir un camp. À l'église, nous allons nous tous. Nous avions été à la messe, vous avez vu. Ce n'est pas parce que c'était le pape qui était là. Mais je pense qu'au-delà du pape, nous savons qui est catholique, qui n'est pas catholique. Mais nous savons... Et d'ailleurs, moi, j'aime bien ne pas parler de l'église catholique. J'aime parler de l'église universelle. Universelle. Parce que c'est aussi comme ça que l'on appelle. C'est l'église universelle. Nous connaissons des gens qui ne sont pas de cette église universelle, mais qui reconnaissent l'autorité spirituelle du pape. Ces gens aussi étaient avec nous. Alors, lorsque un berger, parce que un cardinal, c'est un berger. Lorsqu'un berger prend trop position, les choses deviennent un peu biaisées. Okay. Il faut quand même, d'une part, savoir que celui-là a tort, il y a moyen de le lui dire. Celui-là a tort, il y a moyen de le lui dire. Voilà. Il doit être au milieu. Il doit être au milieu. Parce que, bon, peut-être que quelqu'un m'a dit qu'Ambongo ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais accepté Tshisekedi comme président de la République. Parce que vous vous rappellerez de l'épisode, lors des élections, après la publication, Ambongo et les autres pensaient que c'était Faïlou. Et parce que nous ouvrons ces chapitres des élections, pensez-vous que... Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Les cardinals pensent. L'opposition pensait. Mais les images existent. Oui, oui. L'opposition pensait que c'est Fayoul qui avait gagné. Les papes, pas le pape, le cardinal, ou la Cinco, parce qu'il ne faut pas parler du cardinal. Moi, je me rappelle que c'était la Cinco. La Cinco. C'était la les position, Cholés, les autres. c'était la position de la Cinco qui pensait que non, les résultats n'étaient pas celui-là. Lorsque j'ai dit qu'on ne remet pas le couteau dans la plaie, c'est juste simplement pour dire que lorsqu'il y a élection, nous avons des institutions qui s'occupent des élections. La CENI a dit son mot. Mais le dernier mot, puisque Fayoulou est allé devant la Cour constitutionnelle, le dernier mot appartient au système judiciaire. Okay. Et donc, le dernier mot appartient à la Cour constitutionnelle. La Cour s'est prononcée. Puisque la Cour s'est déjà prononcée, avançons. La Cour a bien dit qui a gagné les élections. Et la personne qui a gagné les élections, c'est celle-là qui préside aujourd'hui à la destinée du pays. Donc, au président Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Alors, si l'on veut avoir aussi un mandat, mais le 23 décembre, nous allons aller aux élections. Postuler, demander au peuple congolais que de vous donner les mandats. En ce moment-là, mettez toutes vos batteries en marche. Mais nous aussi, nous mettrons toutes nos batteries en marche que pour pouvoir gagner ces élections. Madame... Et donc, en ce moment-là, la CENI prononcera. Et s'il y a contestation, la Cour suprême dira. Moi, j'aime surtout insister sur le fait que les élections, où qu'elles soient, elles sont toujours empreintes
des émotions, de la passion. Regardez les élections des États-Unis. Nous tous, nous avions été surpris. Trump et Joe Biden. Trump et Joe Biden, c'était la catastrophe. Avant Trump et Joe Biden, il y a eu Hillary Clinton. Avec Trump, c'était aussi la catastrophe. Nous avons compris que même là-bas, on voit les choses, on ne met pas à nu certaines discussions, certaines contestations. Nous avons même vu que le peuple américain a même violé les Capitoles. Ils sont même allés piller. Pourquoi? La question électorale. Donc, la question électorale, c'est une question qui emprunte de trop de sentiments, de trop de passion. Il n'y a pas qu'en RDC que la passion joue. Ailleurs aussi, la passion joue. Alors, Madame Ernestine Nyoka, présidente d'un parti politique CPD, parce que nous parlons des élections, mais j'ai sillonné un peu la ville, parlons-en. J'ai vu vos banderoles un peu partout dans la district de Lukunga, et les gens parlent de vous, vous sensibilisez les gens pour aller s'enrôler. Une question de curiosité, c'est quoi votre secret? Apparemment, on vous aime beaucoup de ce coin-là, dans ce coin-là. Vous n'avez vu que mes banderoles à Lukunga. Mais mes banderoles, je les ai mis dans le Kasaï central. Ok. Où je suis allé implanter les partis. Ok. Où j'ai suffisamment sensibilisé sur l'enrôlement. J'ai aussi les banderoles là-bas. Ok. C'est vrai, il y a des banderoles à la Lukunga. Mais au-delà de la Lukunga, puisque je suis président national, quand vous sillonnez, vous allez jusqu'à Tchango, vous allez vous rendre compte qu'il y a une banderole. Si vous venez à notre siège national, qui se trouve être à Kasavubu, Force à Sosa, vous trouvez le siège du CPD là-bas, la mobilisation sur enrôlez-vous massivement, une banderole existe. Si vous venez au centre-ville, là où j'ai mon cabinet d'affaires, il y a aussi en plein boulevard du 30 juin, la banderole, enrôlez-vous massivement. C'est un devoir citoyen. C'est ça le rôle de parti politique. Lorsqu'une question politique se pose avec acuité, le parti politique doit être ce qui relaye, on va dire, l'information, doit être ce qui sensibilise, doit être ce qui forme pour que la population comprenne que, voilà, cette période ici, c'est ça que nous devons faire. C'est ça le rôle du parti politique. Alors, je ne fais que jouer mon rôle des partis politiques. Vous faites que jouer votre rôle d'un chef du parti politique, mais ça vous de répondre, hein, si vous voulez répondre ou pas, mais quand même, il y a le secrétaire général d'un autre parti que je connais, le PPRD, lui dit qu'il ne faut pas s'enrôler parce qu'il faut changer l'équipe de la CENI. L'équipe actuelle, l'arbitre n'est pas neutre. Pensez-vous on a encore le temps de refaire les choses à vue le calendrier? Emmanuel Chadari. Je pense que c'est une liberté qui est donnée à chacun. Vous ne voulez pas vous faire enrôler parce que vous ne voulez pas aller aux élections. Eh bien, vous pouvez vous abstenir d'aller aux élections. C'est la politique d'exclusion que l'Union sacrée a mis en place. Ce n'est pas une politique d'exclusion. Je pense que le bureau de la CENI a été installé. Ça va faire bientôt presque une année passée que ce bureau a été installé. Un président avait été choisi et des membres élus d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont de confession religieuse. Est-ce qu'on doit changer les règles du jeu, la loi qui organise la CENI en plein milieu du processus, parce que vous n'avez pas quelqu'un qui vous... Non, je ne pense un représentant n'est pas là. Je ne pense même pas. Didier Manard n'est pas du PPRD. Il a été exclu. À ce que moi je sache, il est du PPRD. Ok. Bon, il a été exclu. Ça peut être aussi une politique. Ça peut être une politique de prendre le devant, dire celui-là il est exclu et donc nous on ne se retrouve pas. Nous devons revoir les calculs. Je crois que c'est de bonne guerre. Il essaie peut-être d'avoir un peu plus, on va dire, la part du lion. Mais pour avoir les élections apaisées, il faut aller avec tout le monde pour éviter les élections catastrophiques en 2023. Sans le PPRD, vous risquez d'avoir un président qui n'est pas légitime parce que le PPRD est représenté partout avec une population en masse. Hein. Il faut dire que chaque parti
a des populations en masse derrière. Ok. Nous n'avons pas, on va dire, des statistiques aujourd'hui faites pour dire que le PPRD a autant, l'UNC a autant, l'UDPS a autant, CPD a autant. les CPD a autant, les MLC par exemple a autant, qu'est-ce que je peux dire, Congo Positif a autant. Nous n'avons pas toutes ces statistiques. Et donc, nous allons tous, on va dire, à armes égales. Et par rapport à aller tous à armes égales, nous avons le temps, chaque parti politique, de préparer ses militants, les militants, de préparer leur base. On ne peut pas s'avouer vaincu avant les élections. On ne peut pas s'avouer. Ok, merci à Madame Ernestine Nyoka. Je vous donne 30 secondes. On est vraiment à la fin. Regardez la caméra. La question de l'Est, les chefs de l'État avaient dit il se sentirait dans sa peau d'un président s'il y a la paix à l'Est. Aujourd'hui, il n'y a pas toujours la paix. Bunagana n'est pas sous contrôle de la RDC. Un mot congolais. Regardez la caméra. Je pense que dans les différentes déclarations que le CPD a fait, nous avions dit au chef de l'État, nous craignons que demain, que nos ennemis ne puissent profiter de la question de l'Est que pour opérer la balkanisation. Nous avons dit que nous devons éviter. Nous devons éviter qu'en 2018, comme ça s'est passé en 2018, où l'Est n'a fait que les élections, on va dire les législatives, elle a fait à un autre moment, donc j'appelle ça moi, élection à double vitesse. Nous devons éviter, parce que ce sont des questions qui peuvent nous amener, on va dire, à vivre les pires, à connaître effectivement la balkanisation. Moi, j'appelle ça la balkanisation électorale. Et donc, il serait bon pour nous, et je crois que c'est l'effort que le chef d'État est en train de faire. Nous faisons un plaidoyer, nous insistons dessus pour dire qu'il faudrait qu'à l'Est, principalement Nord Kivu, Ituri, qu'il y ait un enrôlement. S'il y a un enrôlement, c'est-à-dire qu'eux aussi vont passer aux élections, vont faire les élections, ils vont aussi voter comme nous. Et donc, la question de la pacification de l'Est reste une question cruciale. Merci. Mais il faut quand même saluer les efforts du chef de l'État, parce que nous avons vu qu'après Indaba, il est passé par Bujumbura, toujours dans le cadre de pouvoir donner plus de solutions à la question de l'Est. Il est passé aussi par Luanda, je crois qu'il y a encore, que pour donner encore plus des résultats, que pour que l'Est soit réellement pacifié. Merci Madame Ernestine Nyoka, vice-ministre honoraire du budget, présidente d'un parti politique CPD. Présidente du parti politique Congrès des Patriotes Démocrates, en sigle CPD. Vous êtes aussi dans l'Union sacrée, allée de l'UDPS. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous. Merci pour votre prestigieuse invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Suivez la rediffusion de cette émission à minuit sur la chaîne de la Maman Nationale CSS Télévision. Une réalisation assurée par M.